Mesdames et messieurs, bonjour. Il pleut abondamment sur le Tchad, particulièrement sur la ville de N'Djamena et ses environs. Et ces pluies diluviennes entraînent des inondations, des effondrements des constructions et aussi des cas de décès. Malheureusement, les années passent et se ressemblent presque. Cette année encore, il y a des inondations. Au cours des échanges de ce numéro du débat de l'actu, nous en ferons le constat. Nous aurons des explications et les spécialistes présents sur ce plateau nous diront comment remédier à cette situation qui semble échapper à tout contrôle depuis des années. Nos interrogations auront leur réponse avec M. Abdel Nasser Garboua. Bonjour Abdel. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau en tant que citoyen engagé. Oui, parce que nous vivons dans un arrondissement, le 7e, donc dans le quartier Atron, qui est en proie, je dirais, l'épicentre des inondations. Donc on est obligé chaque année de faire des efforts pour pouvoir quand même circuler durant cette période. Merci d'être venu. Juste auprès de vous, Monsieur Oumar Sarmadji, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes coordonnateur eau assainissement à la mairie de N'Djamena. Oui, merci. Effectivement, c'est par rapport à ça que la mairie dispose d'une coordination qui s'occupe du problème d'eau et assainissement dans la ville de N'Djamena. Merci d'être venu aussi. Merci. Avant monsieur Roger Boria Djasngar, vous êtes architecte et urbaniste. C'est ça. Bonsoir et bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Merci bien. Et enfin, monsieur Possé, vous êtes le directeur général du ministère de l'aménagement du territoire. C'est ça. Bonsoir également monsieur. à vous. En tout cas, merci à vous, chers invités, d'être là. Vous le savez, les téléspectateurs attendent avec beaucoup d'impatience. Alors, tout de suite, je voudrais m'adresser à vous, monsieur le directeur général du ministère de l'Aménagement et de l'Urbanisme. Chaque année, des inondations. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour l'occasion que vous nous accordez pour porter à la connaissance de l'opinion publique la situation que la population vit, surtout en ce qui concerne la ville de N'Djamena. Donc certains des quartiers sont inondés depuis quelques jours suite aux pluies diluviennes que nous avons eu à enregistrer. Mais j'aimerais d'abord que vous me permettez de situer le problème dans son contexte général. Allez-y. En ce qui concerne le département de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'affectation spatiale, de l'affectation des sols, de la répartition des espaces pour les équipements sur l'ensemble du périmètre urbain, je crois que nous jouons le rôle de leader et à travers nos actions, nous mettons à la disposition des ministères ayant une vocation aménageur d'avoir des informations sur lesquelles ils peuvent échafauder leurs projets de développement urbain. À ce titre, j'aurais souhaité que nos frères et collègues du ministère de l'eau soient là, parce que c'est une question qui relève de leurs compétences depuis 2016. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que je veux beaucoup plus axer mon intervention sur ce que nous avons eu à faire entre-temps, parce que pendant un moment, les questions relatives à l'assainissement relevaient du ministère en charge de l'urbanisme. À ce titre, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces efforts ne suffisent pas, parce que chacun essaye de voir le problème à l'échelle de son quartier, à l'échelle de son carré. Mais quand on le prend, qu'on le situe dans l'ensemble du périmètre urbain, on voit apercevoir clairement des zones aujourd'hui qui sont hors d'inondation. Mais le vrai problème résulte du fait que nous avons d'abord les sites sur lesquels installer la ville de N'Djamena, qui est un site qui pose problème, dont l'assainissement est très difficile et très coûteux, parce que nous sommes sur un site qui a une pente générale, de manière générale. Je vous cite un exemple précis. Nous allons revenir là-dessus. Garboua, vous représentez la population, les citoyens. Pour vous, c'est quoi le réel problème? Pour moi, je pense... Vous n'êtes pas technicien. Non, absolument pas. Mais je pense que le réel problème, c'est l'absence
de projection, de regard, je dirais, prospectif de l'ensemble des structures gouvernementales de ce problème. Je crois que Tchadien n'a pas encore pris la mesure de la chose et il n'a pas investi réellement pour résoudre ce problème. Donc, à mon avis, c'est ça. Ok. Qui sont connus chaque année. À la même période, pratiquement, on attend des grosses pluies, on s'attend à des inondations, mais on continue à enregistrer des cas de mort, de l'inondation un peu partout. Pourquoi ne prend-on pas de bonnes décisions? Vous représentez la mairie, monsieur. Merci. Je pense que vous avez bien introduit le débat en disant que quand il pleut abondamment au Tchad, on connaît le problème. Effectivement, c'est une vérité. N'Djamena est situé dans l'exutoire du bassin Logon Sharif. Un bassin, vous voyez ici, le lac Tchad est le point le plus bas du Tchad. Nous sommes à peu près moins de 100 km du lac Tchad. Donc toutes les eaux qui tombent dans le bassin Logon Sharif, ça converge vers N'Djamena et ça va vers le lac Tchad. Et comme l'a dit l'urbanisme, avec la configuration de notre sol et encore des pluies abondantes qui passent, ça pose un réel problème. Le problème aussi se situe à deux niveaux. Nous avons une ville qui est à deux niveaux de développement. La ville centrale qui a bénéficié pendant longtemps des infrastructures de drainage, qui aujourd'hui ne connaît pas des inondations, et une ville nouvelle, l'extension, qui se fait dans des zones difficilement aménageables, et c'est ces zones-là qui posent des problèmes d'inondation. Et tant qu'on ne règle pas ce problème, je pense que... Et s'il y a une bonne pluie au Tchad, ces zones seront toujours dans l'eau. Donc, il fallait faire une projection pour pouvoir aménager ces quartiers qui sont d'abord difficiles à aménager. Il fallait dire qu'en matière d'aménagement, il y a des zones faciles à aménager, il y a des zones difficiles à aménager. Aujourd'hui, il y a eu des plans d'aménagement de cette ville. Il y a certains plans qui empêchent le développement de la ville vers le nord-est, parce que c'est difficile à aménager. Et c'est le contraire. Maintenant, la ville s'étend effectivement vers ces zones difficiles à aménager, et voilà les conséquences qui s'en suivent. On dit toujours, hein, du côté du ministère de l'Aménagement et de la mairie, hein, nous avons arrêté, l'argent est sorti, mais l'inondation continue. Vous êtes cité, vous êtes indexé, s'il vous plaît. Bon, l'argent est sorti, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, dans la zone difficile, aujourd'hui, la zone nord-est, il n'y a que en 2000, les inondations de 98 qui ont amené le gouvernement à demander de l'aide pour la réalisation de canaux de drainage. Et l'AFD qui a répondu. Le premier canal qui a été réalisé de 2000 à 2010, c'est le seul financement à bénéficier à travers le fonds extérieur. Et l'année dernière, nous avons également reçu un financement de l'AFD, donc les travaux de drainage sont en cours. En dehors de ça, il n'y a pas autre financement dans ces zones. Aujourd'hui, 5 000 hectares où sont concentrés plus... Le maire de la ville a donné 3 mois pour résoudre. Bon, c'est difficile à dire résoudre le problème de drainage en 3 mois. C'est possible qu'on peut maîtriser la situation dans la ville centrale, on peut le maîtriser, et la raison, on peut, mais dans des zones d'extension nord-est, en 3 mois, qu'est-ce que tu veux faire? Même un kilomètre de caniveau, moi, 1 kilomètre de caniveau, il faut des études, il faut des années pour arriver à régler tous les problèmes de drainage. On ne réglera pas parce que la ville continue à s'agrandir. On fait que courir derrière quand elle s'installe, en ce moment, on court les infrastructures de base pour pouvoir soulager la population. Encore qu'on ne court même pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers la population, on ne résout rien, c'est ça le problème. Même si vous courez, ça se comprendrait, mais vous ne courez pas. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que le directeur Salmadi vient de le dire, pour dire simplement que la ville de N'Djamena, ses caractéristiques sont les mêmes. Je parle sous la conduite du ministère de l'Aménagement, sous la conduite de l'architecte. Ouais.
La ville de N'Djamena s'est toujours agrandie doucement. La ville de N'Djamena, c'était d'abord le fort Lami. C'est là où Djambalgato à l'époque, c'était autour de la... C'était ça Djambalgato. Au fur et à mesure que les gens s'installent et que la ville s'agrandit, les ont suivi. Vous avez d'abord, à Djambalgato, et Sarmadji le connaît très bien, il y a un canal qui aboutit derrière les travaux là, qui amène l'eau pluviale de toute cette zone-là vers le Chari. Un canal qui a des écluses. L'eau est, quand l'eau, comment vous appelez, en période de crue du Chari. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand l'eau a atteint actuellement les quartiers, comment vous appelez, les quartiers Marianda Fak et Bololo et compagnie, le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin a été aménagé pour drainer les eaux de tous ces nouveaux quartiers-là, les Roguets, Crémat, Marianda Fak et tout ça, avec la cuvette Saint-Martin, qui réunissait toutes ces eaux et qui drainait les eaux vers le Chari. Ce n'est pas... Quand les gens ont avancé vers le quartier Ridina et compagnie, il y a eu aussi un canal là. Le canal de Ridina qui est maintenant fermé et qui aboutit, qui traverse donc Ambassana, ça fait entre Ambassana et Paris, et qui aboutit à Sabangali derrière le CFAO. Ça également, c'est un canal qui amène l'eau de N'Djamena vers le Chari. Toujours avec des écluses, avec des stations de pompage, et ainsi de suite. Et qui se ferme en saison, quand il y a la crue du Chari, parce que comme il vient de le dire, la pente est pleine, l'eau risquerait de revenir vers ici. Après ça, plus rien. Depuis, on ne fait plus rien. Il y a des informations, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut les situer dans un cadre général. Il faut vraiment les situer dans un cadre général. Dire qu'on court derrière, je m'inscris en faux. Je le dis pourquoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il décrit. La ville étant dynamique, avec tout ce qui se passe, ce que vous décrivez au temps de Fort Lami ne tient plus la route. C'est ça. Si je vous dis que sur le plan géodésique, la plaque africaine bouge de quelques centimètres chaque année, les données qui ont servi de base à la réalisation de ces ouvrages ne tiennent plus la route. Les bassins que vous parlez, ça c'est le bassin, il y a le bassin de Farcha qui draine non loin des berges. Et laissez-moi vous dire que les berges du fleuve sont à 4 mètres plus élevées que les concessions, les maisons les plus basses, c'est-à-dire en plein centre de N'Djamena. Ce qui veut dire que si vous êtes au niveau de Ridina, si vous êtes au niveau d'Ambrikebe, il n'y a pas un canal qui pourra drainer vos eaux vers le fleuve Chari. Avec l'ensablement aujourd'hui, le fleuve Chari a un lit de moins de 5 mètres. Ce qui veut dire que si vous devez drainer un lot d'Ambrikebe, par exemple d'Arasalam, de Ndjari, pour le drainer vers le fleuve, ce qui veut dire que votre canal, au final, va être au fond du fleuve Chari. Maintenant, qui doit faire quelque chose? Ce qui s'est fait, il faut se dire que tout ce qui a été fait, tout ce qu'il cite, comme stations de relevage, qui sont d'ailleurs équipées de clapiers anti-retour, comme il est dit, parce que les eaux coulent, qui sont vers le fleuve, des jardiniers, il a 3 fonctions. Il y a une partie qu'on appelle le bassin des jardiniers qui prend la source, qui prend le Paris-Congo, qui prend une partie d'Arc de Djumbal, qui va vers le lycée technique commercial, qui jette les eaux. Ces canaux n'ont pas été fermés, on les a passés juste sous les chaussées. C'est la même chose avec le bassin de la radio que vous citez tout à l'heure, qui est vers Ambassana. Tous ces canaux-là passent sous l'eau. Mais maintenant, tous ces quartiers qui se situent à l'intérieur de la première voie de contournement, c'est-à-dire quand vous quittez de l'ancienne Fort Lami, comme il a dit, de l'aéroport, du rond-point des travaux publics, une partie de la base à Djukosé, vous prenez ça, vous partez jusqu'à vers la Patte d'Oie, vous prenez la voie de contournement, la première voie de contournement, qui va déboucher sur le rond-point Chagua. Vous êtes d'accord avec moi que les problèmes d'inondation que vous citez tout à l'heure là, on ne les rencontre pas là. C'est vrai que dans cette zone, des maisons peuvent s'écrouler, mais c'est des maisons qui sont construites en terre. Et pendant des années, on n'a fait que rembler des rues. Vous partez à Marjandafak, à Ridina, c'est des maisons où les planchers sont carrément dans un trou. Donc avec l'humidité, il arrive des fois sans rétention d'eau que ces maisons s'écroulent. Mais les problèmes d'inondation actuellement que nous vivons depuis quelques jours, ça concerne une partie de tous les quartiers situés entre les 2 voies de contournement. C'est-à-dire à partir du rond-point Chagua au rond-point double voie, toute cette bande-là, qui en réalité est drainée par les canaux, comme l'a dit M. Oumar Sarmadji, qui a été mise en place en 2002. C'est le canal de Ndjari qui quitte Chagua, c'est-à-dire à partir
carrément de Charimongo, comme on l'appelle, ça prend les eaux des bassins qui sont derrière Santana, qui sont vers, je dirais, Chagua, une partie d'Abena, qui va vers Lamadi. Arrivé à Lamadi, c'est des stations pompage qui jettent les eaux en dehors de la ville. Là, pour des détails concernant ces stations, certainement la mairie pourra donner des informations très précises. Dans cette zone-là, il y a eu un dysfonctionnement quelque part et il y a des caniveaux qui sont obstrués compte tenu de l'incivisme des dépôts des ordures. Comme il le dit, en dehors de la deuxième voie de contournement, maintenant, il y a les études de faisabilité. Parce qu'en 2014, on a pu doter la ville de N'Djamena d'un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales. Dans cette chaîne-là, comme il le dit, je suis tout à fait d'accord avec lui quelque part. Parce qu'il y a différents ministères qui interviennent. Les questions de construction des caniveaux, il y a un ministère qui s'en charge. Les constructions des ouvrages, par exemple, là, ce n'est pas la mairie. Il y a le ministère des Infrastructures. La mairie, en réalité, gère ces ouvrages. Quand nous les réalisons en ces moments, je vous disais tout à l'heure qu'à partir de 2016, les questions d'assainissement ne relèvent plus de notre compétence. Mais entre-temps, on avait déjà un projet. Et ces projets résultent des recommandations du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de la ville de N'Djamena et qui consistait à assainir les quartiers qui sont situés en dehors de la deuxième voie de contournement. Il y a un certain nombre de canaux, primaires, tertiaires, intermédiaires qui ont été prévus, mais compte tenu du financement qui avait été mobilisé, en ce moment, nous sommes en train de réaliser une tranche prioritaire qui consiste à la construction de 7, quelques kilomètres de canaux principaux de 4 mètres de large, avec le renforcement de la capacité de la station pompage de Lamadi. Mais pour finir, peu importe les efforts que nous allons faire, il faut qu'on se le dise. Parce que compte tenu de tous ces aspects topographiques, comme je viens de vous le citer tout à l'heure, nous avons aujourd'hui, dans l'emprise du périmètre urbain, pratiquement 3000 kilomètres de rues qui ne sont pas revêtues. C'est-à-dire, y compris les quartiers qui sont occupés anarchiquement. Là, je reviendrai dessus plus tard, quant à leur occupation. Ce qui veut dire que si nous faisons un simple calcul, et en mettant en tête, comme d'aucuns le disent, que drainer les eaux de N'Djamena, c'est seulement construire les canaux de drainage, ainsi de suite. C'est 3000 kilomètres de rue. Si nous devons équiper chaque rue d'un caniveau de 2 sur 2, ça nous fait au total 4700 milliards de budget. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas ces caniveaux. Que nous le fassions ainsi, nous serons obligés, quand il y a une forte pluie, de faire des efforts supplémentaires pour rejeter les eaux là vers des exutoires. Parce que c'est une cuvette. Si vous voyez, dans tout ce que je disais, les parties centrales où il n'y a pas d'inondation, c'est parce que quand il y a une forte pluie, il y a des stations de relevage qui pompent à hauteur de 4,5 mètres cubes d'eau par seconde et qui tournent parfois 24 heures sur 24 avec des relèves. Aujourd'hui, si dans ces problèmes, il y a des... Monsieur le DG, à qui revient ces efforts supplémentaires? C'est collectif. Je voudrais d'abord un peu cadrer le débat. Comme vient de dire Ngarboa, il a passé par la mairie, il a des informations, c'est pourquoi il a décrit rapidement les choses. Les ouvrages de drainage de N'Djamena ont été réalisés à plusieurs époques, suivant les nécessités de financement disponibles, ainsi de suite. Effectivement, le premier plan de drainage dans la ville de N'Djamena s'est réalisé en 58, suivi des réalisations de 58 jusqu'à 62. De 62 jusqu'à 74, il y a eu un peu d'accalmie, les études. Et 74, le gouvernement effectivement a mis en place, avec un bureau d'études allemand, qui a mis en place un schéma directeur d'assainissement de la ville de N'Djamena pour 25 ans, c'est-à-dire de 74 en 95. Normalement, en 95, toute la ville de N'Djamena devrait être équipée avec des ouvrages nécessaires de drainage. Les premiers travaux ont commencé, première tranche, comme il parle. En matière de travaux de drainage, il y a toujours des tranches. Première, deuxième tranche. Première tranche est partie de 78 en 81. Normalement, on devrait faire les grands ouvrages déjà. Et vous savez, l'événement malheureux qui s'est devenu, effectivement, les travaux ont commencé. Aujourd'hui, il y a de bouts de travaux qui ont été réalisés en 78 qui n'ont pas fini. Il y en a, vous partez au collège Saint, comment on appelle, l'église catholique de Chagua, vous allez voir un tunnel qui a été réalisé, les travaux ont commencé, mais c'est pas fini. C'est resté intact jusqu'à maintenant. La cuvette Saint-Martin, les travaux ont commencé là. Il y avait même des machines pendant la guerre, les machines de travaux qui ont été laissées là piller. Le Charitaman est chaque année. Voilà, donc vous voyez, donc voilà,
On n'a pas fini à mettre le plan réalisé en 94 jusqu'à 95. On n'a pas mis en place. Après les événements 89, le gouvernement a lancé le programme d'action sociale, le PADS, qui est venu reprendre ce plan-là pour pouvoir également aménager. Mais cette fois-ci, au gré du financement, le PADS a choisi 3 quartiers. C'est-à-dire, c'était le repos, c'était Ardidjumbal, c'était Ridina. C'est là où le PADS a intervenu pour pouvoir mettre en place quelques ouvrages de drainage. Et après, jusqu'à là, il n'y a pas un plan qui est venu. Aujourd'hui, comme le directeur a dit, en 2010, qui est venu, il a 2014, il a réactualisé ce plan. Le plan, il est là disponible. Mais quand on dit un plan, il y a des programmes d'investissement qui le suivent. Et s'il n'y a pas des investissements... Mais c'est aux techniciens de faire les propositions. Oui. Les propositions là, les quantitatifs, si vous voulez, on va vous donner des coûts de milliards et des milliards d'aménagement. Je voulais vous dire une chose. Allez-y, Abdel. Je voulais vous dire une chose. Voilà. Je me porte un peu en faux contre le directeur général de l'urbanisme sur un point. C'est-à-dire, il fait comme si N'Djamena, on doit absolument faire en sorte que les eaux qui sont un peu plus profondes viennent au fleuve. Non. N'Djamena doit être scindé en 2 parties. Moi, je trouve qu'il est tout à fait aberrant que les eaux du quartier Gassi, le quartier Atron, le quartier Abena, peut-être un peu plus loin, Amtoukoui, soient amenées des kilomètres et des kilomètres plus loin. Ces eaux-là peuvent normalement être simplement drainées vers le Chari. On doit donc découper la ville de N'Djamena en 2 parties. Une partie des eaux qui partent vers le Chari et puis une autre partie qui va partir vers la Madji pour qu'il soit projeté un peu plus loin. Donc c'est faisable. Ça c'est la première des hypothèses. La deuxième hypothèse, au moment où nous avions eu de l'argent, on n'a pas repris les plans directeurs, le plan qui a été fait en 1974. On a commencé à faire les choses comme ça, sans tenir compte. Lesquels par exemple? Pardon. Les choses que nous avons fait comme ça. Lesquelles par exemple? Même la construction de rues. rues. Il s'agit des ouvrages, c'est des travaux d'ingénierie. Même la construction de rues. Oui. Sarmadji, on était ensemble à la mairie dans les années 2007, 2008, 2009, pendant qu'on faisait les ouvrages à N'Djamena. Les rues, les goudrons qu'on dit, les bitumes là, on fait à côté des petits canaux de 1 mètre. Je pense que c'est ça, hein, c'est les 1 mètre de profondeur et 60 cm de large. Ces eaux-là étaient justement, peut-être, c'est juste pour un versant pour les eaux du bitume, mais pas pour drainer les eaux des quartiers. Parce que, en réalité, les eaux du quartier au Tchad, c'est vrai, il faudrait qu'on se dise d'abord, en saison pluvieuse, le Tchad c'est un pays où il y a, en N'Djamena particulièrement, c'est 3 mois, maximum 4 mois de pluviométrie, mais de fortes pluviométries. Et tous les ouvrages, par exemple, quand il te parle dans le cadre du projet, tous les canaux de drainage qui ont été faits, que ce soit à Paris-Congo, que ce soit à Majdandafa, que ce soit les quartiers qu'il vient de citer, c'est des grands caniveaux, des grands ouvrages. Jusqu'aujourd'hui, si vous partez au Paris-Congo ou à Majdandafa ou à Clémat, vous allez voir des grands canaux. Or ça n'a jamais été fait durant toute la période de la vache grasse, comme on dit. Durant toute la période où l'État tchadien a eu de l'argent pour investir, ça n'a jamais été fait. On a oublié ces volets. On a fait juste des petits goudrons avec des petits canaux pour drainer les eaux de goudron. Mais on n'a pas pensé aux eaux des voisins. Ça, c'est, je dirais, la grande responsabilité de l'État tchadien en cette période-là. Et là, il faudrait qu'on reprenne les choses, la situation en main. Si tant qu'on ne le fait pas, ça ne marche pas. Les plans peuvent rester. Les plans sont faits. C'est-à-dire que pour moi, même s'il y a eu une interruption en 78, machin, c'est normal. Mais il faudrait juste reprendre là où on les a laissés et on continue. Malheureusement, nous ne savons pas aller chercher les archives. Non, merci. C'est sûr. Voilà, nous ne savons pas aller vers les archives. Chaque ministre qui arrive, il concocte un truc vite fait, il va voir le président. Il lui dit, monsieur le président, voilà ce qu'on doit faire. Le président, il est là, il gère des milliers de personnes, des milliers de choses, il ne sait pas. Il accorde, et puis après, on a des problèmes sur le terrain. Et l'autre versant, il n'y a pas de sanctions. Comme on ne sanctionne pas, moi, après demain, si on me nomme ministre des Infrastructures, je vais faire aussi un truc vite fait, et puis c'est tout. Donc, c'est ça les problèmes. Vous voulez réagir, monsieur l'architecte? Je vais réagir, mais très vivement.
Merci, je crois qu'on a écouté le représentant de la ville, le représentant de la mairie, ouais. le représentant du ministère de l'aménagement du territoire ouais. Et de l'urbanisme et de l'habitat. Je vais faire une remarque. Il ne devrait pas être seul comme département ministériel. Le ministère du plan, le ministère de la planification devrait être là. Le ministère chargé des eaux devrait être aussi là. Et voire même le ministère de l'administration du territoire. Parce que sans l'administration, rien ne se fait. Donc je crois que demain, si on doit débattre d'un sujet de ce genre... le deuxième épisode de ce débat, oui, certainement. Il le faut. Alors, je crois que eux, les deux camps, essayent de se justifier, tout simplement. Et ce n'est pas la justification qui va nous apporter des solutions. On le sait. On a suffisamment entendu. M. Nasser disait tout à l'heure, lui, en tant que représentant de la population, il a été plus sensible. Les deux autres n'ont fait que se justifier. Nous autres, nous sommes intermédiaires. On est citoyens et on est en même temps consultants libres. Alors, je rejoins son point de vue, c'est que nous manquons de planification. Nous manquons justement de prévision. Parce que quand on gère une ville, il faut avoir un regard prospectif. Et la prospection, ce mot le Tchad ne connaît pas. La prospection, la planification. Mais on planifie le développement, ça fait partie également du développement. Le développement urbain, il faut le rajouter. Est-ce que le ministère en charge de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a un réel programme opérationnel en termes de planification? Est-ce que cette planification est en concordance avec le département national en charge de la planification et du développement? Vous voyez, il y a tout ça. Il y a un vrai problème institutionnel auquel on doit s'attaquer pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Et vous, communicateurs, vous n'êtes pas aussi à l'abri. On a une part de responsabilité. Vous avez une part de responsabilité parce qu'il vous faut une culture qui vous permette de poser des problèmes réels et d'aller chercher également des solutions, d'aller chercher les cerveaux, faire en sorte que les décideurs puissent être suffisamment éclairés sur les sujets. Et là, je crois que nous tous, nous allions peut-être tendre vers des solutions. Absence de projection, donc de prospection, absence de planification réelle et opérationnelle, absence de prévision, absence d'état des lieux. On ne fait pas l'état des lieux. Et il le disait tout à l'heure, les archives, n'en parlons pas. Vous avez eu une agence qui a existé ici, je crois, de 1994 à 2000, ATTIP. Mais pourquoi avons-nous tué ATTIP? Pour des maigres sous de 70 quelques millions. Et c'est vrai, à l'époque, le Tchad n'avait pas de pétrole. Ou maintenant, on dit non, c'est peut-être que le Tchad devait rembourser 300 millions, etc. Parce que ATTIP s'est entêté à construire des écoles dans les provinces, etc. Mais aujourd'hui, dites-vous que ATTIP est une création de la Banque mondiale. Beaucoup de pays africains, 14 autres pays africains, font fonctionner leur type. Et il y a une association qui s'appelle AFRICATIP. Et nous avons perdu en enterrant ATTIP. Alors que c'est l'agence tchadienne d'exécution des travaux d'intérêt public. Et maintenant, cette agence-là devrait s'occuper exclusivement des petits problèmes que nous gérons maintenant là. Vous voyez, parce qu'il y aura une continuité. La mairie ne peut pas gérer et construire les caniveaux. Non. Donc c'est pour dire que cette agence allait être un relais, être un point de convergence de tous ces problèmes-là, que ce soit les différents départements. Ouais. Donc il faut une agence interministérielle en charge du sujet. Merci s'il vous plaît. Monsieur le DG, on a l'impression que votre département ne fait rien. Oui, c'est ce qui est dit, hein. C'est ce qui est dit et je l'ai d'ailleurs souligné brièvement. Parce que quand on parle du développement urbain, il faut d'abord se dire, comme M. Bouriata vous l'a souligné tout à l'heure, en tant que communicateur, qui fait quoi dans le développement urbain? Qui fait quoi dans le développement urbain? Il faut savoir. Si nous ne faisons rien, ce qui veut dire que N'Djamena ne pouvait pas exister, parce que nous sommes les leaders dans l'organisation spatiale. Bah, si ça continue, est-ce que vous nous dites que... Si c'est à cette allure, est-ce que vous nous dites qu'aujourd'hui,
80% ou 100% des quartiers de N'Djamena sont sous l'eau. C'est vrai qu'on a dû faire certains travaux. C'est des œuvres humaines, par manque de données précises, comme il a dit, par manque, c'est-à-dire des études très poussées, on a dû faire des plans. Par ces plans, il y a des gens qui se sont installés dans des zones qu'on n'aurait pas dû aménager. Ça, c'est possible, il faut le reconnaître. Justement, mais dire anarchiques. que nous ne faisons rien, je ne pense pas que nous soyons tous ici, parce qu'il y en a qui habitent à Abena, il y en a qui habitent à Atron, nous serons venus à Bureau. Voilà. Mais revenons à cela. Je veux qu'on recadre le débat, parce que nous portons à la connaissance de nos concitoyens des problèmes dont les conséquences sont en train d'être ressenties. Parce qu'il y a des quartiers qui sont sous. Nous sommes interpellés en tant que ministère en charge de l'aménagement, en charge. C'est pour ça que je vous disais qu'on aurait dû, c'est-à-dire échanger en amont, savoir, prendre ne serait-ce que l'organigramme du gouvernement, savoir qui fait quoi. Parce que je peux, en tant que directeur général du ministère de l'aménagement, avoir une idée de ce que fait les infrastructures, de ce que fait le ministère de l'eau. Ne vous en faites pas. Mais allez encore de manière précise, c'est pour vous dire que ce qui est fait au niveau de la ville de N'Djamena, le problème, il est plus complexe. Il est plus complexe que nous le pensons ici. C'est tout à fait peut-être la façon de l'exprimer. Parce que quand on parle du développement d'une ville, on parle de l'occupation, de la nature du site, de son occupation, de sa construction, de sa reconstruction et de sa gestion. Et dans ces processus-là, une ville, il n'y a aucune ville qui est financée gratuitement. C'est vrai qu'il y a des choses que l'État a fait, l'État va continuer à faire, et ils seront toujours insuffisants. Si dans les villes ou dans les pays les plus stables économiquement, on a toujours des gens qui sont nommés des sans-abri fixes, c'est parce qu'il n'y a aucune ville au monde où l'État pourra satisfaire 100% les besoins de ses citoyens. Je ne veux pas dire que ce qu'on a fait est suffisant. Il y a beaucoup de choses à faire et les raisons qui sont derrière ne sont pas seulement politiques. Elles sont également économiques, elles sont également sociales. Parce que économique, je vous disais tout à l'heure que si on devait faire revêtir toutes les rues de N'Djamena, dans les quartiers périphériques, ça nous coûtera autour de 1700 milliards. Ça, c'est rien qu'il est en caniveau et revêtement. Maintenant, en termes même de comportement, parce que c'est vrai que malgré avec tout ça, c'est l'État qui va toujours être au devant, qui va être interpellé. Je suis tout à fait d'accord. Parce que habiter dans une ville, c'est-à-dire s'installer dans une ville, construire dans une ville, c'est-à-dire les modes de construction, les modes de vie dans un milieu urbain. Si je vous donne un exemple, rien que si nous nous fions aux projections du système des Nations Unies, en Afrique subsaharienne, nous consommons 15 litres d'eau par personne par jour. En cette période, étant donné que la plupart des maisons en N'Djamena ne sont pas équipées de fosses septiques vidangeables, c'est-à-dire les eaux usées, nous les rejetons directement dans le système de drainage des eaux pluviales, ce qui ne devait pas être le cas. Ça veut dire que nous générons un simple calcul fait, nous générons par jour 240 000 mètres cubes d'eau par jour. Et s'il faut ajouter à cela l'eau qui tombe, l'eau de pluie, ça nous donne à peu près ce que nous avons comme quantité d'eau dans la ville de N'Djamena. C'est pour vous dire que pour résoudre ces problèmes, nous n'avons pas seulement besoin d'investir, nous n'avons pas seulement besoin d'orienter les systèmes de canalisation vers le fleuve ou vers le nord, mais nous avons également besoin de changer de comportement. Nous avons besoin de faire de sorte, comme il le dit, il y a des documents. C'est vrai qu'on dira que les documents sont insuffisants. Il y a les documents d'urbanisme, il y a les documents qui parlent de la circulation dans la ville de N'Djamena, il y a les documents qui parlent de l'assainissement des eaux pluviales. Mais le vrai problème, c'est rendre ces documents contraignants. Contraignants pour tous. Pour tous, oui, pas pour l'État. Moi, je voulais également... Également à la population. Je voulais également qu'on sorte un peu de cette... parce qu'il nous amène dans des considérations un peu plus, je dirais, générales, alors qu'on a une préoccupation qui est réelle, précise aujourd'hui. On a nos concitoyens qui sont dans l'eau. Actuellement, comme je disais, j'avais écrit il y a 2 jours sur mon mur Facebook, j'étais allé constater une situation réelle. Dans un quartier qui est non loin de tous les ministères, Ndjari. C'est à la limite entre Ndjari et le quartier... Amkoundjara non, Amtoukoui. À la limite entre Ndjari et Amtoukoui. Dans ces quartiers-là,
où actuellement les gens ont abandonné leurs maisons se sont effondrées et tout ça, où il y a d'ailleurs un risque d'épidémie, parce que vraiment il y a des animaux morts et tout ça qui flottent en l'air, avec une odeur pestilentielle. Donc j'ai dit, ces quartiers a bénéficié d'un ouvrage très important. C'est une station de pompage d'eau accompagnée d'un canal de drainage. Ce canal était censé drainer les eaux de ce bassin, je pense que c'est même un bassin naturel, hein, ou artificiel, mais c'est un bassin qui existe. Donc drainer ces bassins-là vers l'hôpital moderne, qui a des grands canaux, qui doit continuer à jeter ces eaux-là dans le canal de Charimongo pour aller dans la Hondia. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis 2016 et la construction de cette station, à des centaines de millions, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que ça a été mal construit dès le départ. Et ces bâtiments... Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a été construit à des centaines de millions. Je pense que c'est l'État tchadien même qui a financé, ou je pense que c'est l'État tchadien. Et donc, le bureau d'études n'a jamais dit que c'était défectueux. Les fonctionnaires de l'État l'ont réceptionné. Et en 2016, quand ils l'ont actionné, ils se sont rendus compte que c'est plus bas que le niveau du canal versant, où il doit être versé, donc le versant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont bloqué. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont venu enlever, je dirais même subtiliser ou voler, je ne sais pas, les pompes qui sont destinées à cela. Et ils ont disparu. Personne ne les achète. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Cette année, comme il y a donc cette inondation, on vient pour démarrer, on ne trouve rien. Et qu'est-ce qui se passe? On va donc prendre les andouria là, on les met pour essayer maintenant d'évacuer les eaux. Et depuis hier nuit, les pompes qu'on a mis ne fonctionnent plus. Et là aujourd'hui, je pense que le cœur de ces gens est en train de battre, parce qu'avec la pluviométrie d'aujourd'hui, ça va encore augmenter les niveaux. Et l'inondation actuelle est venue il y a deux zones principales d'inondation. Il y a la zone de Santana Hotel, qui a rendu les choses, je dirais, officielles, et puis il y a la zone que je viens de citer, ils appellent Roma. Il y a deux bassins de rétention là? Oui, il y a deux bassins de rétention, et c'est les deux bassins qui ont débordé, et ça donc... Il y en a 5 en réalité. Non, je ne parle pas de 5, je dis les deux qui ont débordé aujourd'hui. Les deux jumelles, les deux bassins jumelles. Les deux bassins jumelles, les principales aujourd'hui. Non, c'est même 3. C'est même 3 sur cet axe-là. Parce que vous avez Santana, vous avez Tchad Hydrocarbures, et vous avez donc celui de Roma là-bas, derrière Total. Derrière Total. Les 3 bassins-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes... Parce que c'est les eaux de Atron, Abena, Atron, Gassi là, qui viennent vers ces bassins-là. Ils descendent comme ça parce que nous sommes en bas. Alors ces eaux, quand ils sont venus, nous, dans notre quartier, nous avons aménagé les rues et tout ça. On a bénéficié d'ailleurs, c'est le lieu de saluer la Croix-Rouge du Tchad qui a bénéficié d'un appui extérieur, et ils nous ont donné des appuis pour faire nos rues. Donc, nous avons essayé d'aménager notre quartier. C'est le carré 21, 24, 23 de Atron. À un moment donné, les maires étaient venus nous voir parce qu'il y a inondation de l'autre côté du quartier Abena, Atron un peu plus haut, il y a inondation. La digue que nous avons montée pour bloquer l'eau de nous envahir a créé un problème de l'autre côté. Donc on a ouvert. Ils ont ouvert. Et en ouvrant, donc ça détruit notre rue, c'est pas grave. L'eau est venue, toutes ces eaux-là sont venues jusqu'à derrière la boulangerie rotative. Et de la boulangerie rotative, et comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Notre bonheur, c'est quoi? La nouvelle construction là, des Chinois, là, la voie de contournement, la nouvelle voie de contournement. Donc ils ont fait un passage de ce bassin qui est à côté de rotatif, et l'eau descend de l'autre côté de Tchad Hydrocarbures, donc le grand bassin. Or, le grand bassin était censé amener l'eau par Horte de Malte. Ça passe par le bassin qui est à côté du secrétaire général de la présidence, donc le ministre d'État secrétaire général de la présidence, que ça passe devant sa maison, et ça vient tomber dans le canal de Charimongo. Or, cette année, ce canal n'a pas été curé. Du tout. Du tout. Ça ne fonctionne pas tout simplement comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas été curé, donc ça ne peut pas fonctionner. Ce que vous décrivez, l'écoulement des eaux ne fonctionne pas comme ça. comme ça.
Non, je dis ce qu'ils ont fait. C'est quoi alors le réel problème? Non, je dis ça, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que ces eaux-là descendent pour aller à Charimongo, pour être évacuées. Ça ne fonctionne pas, je pense que Maintenant ton quartier va être dans l'eau, ça fonctionne, mais sa capacité réelle, l'écoulement des eaux se fait. L'écoulement des eaux, voilà, c'est ça seulement, il faut dire comme ça. Ok, d'accord. Tout simplement comme ça n'a pas été curé. Mais ça n'a pas empêché que l'eau coule. Ok, non, mais l'eau, il cherche toujours son chemin, mais ça n'a pas été curé, donc ça ne coule pas normalement. Voilà, et donc l'eau stagne. L'eau ne coule pas vite, donc il est stagnant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, en stagnant, je pense qu'il y a eu une ouverture qui descend vers Roma, et donc la plupart de l'eau, comme ici, il ne coule pas bien, il est parti vers Roma, et ça s'est augmenté. Donc, c'est un enchaînement de faits qui ont conduit à cette inondation actuelle, qui est, moi, je dirais même qu'elle est même factuelle, parce que elle est résolvable rapidement. Si la station fonctionnait, si l'eau d'écoulement de Charimongo fonctionnait, je pense qu'il n'y aura pas cette inondation. Elle est factuelle, celle-là. Oui, mais si vous me permettez, moi je pense qu'il faut qu'on recadre un peu le débat. Le débat, oui. Quelles sont maintenant les solutions? Voilà. On y arrivera. Mais les problèmes, nous ne les avons pas identifiés. Nous n'avons pas identifié les problèmes. Nous ne l'avons pas encore compris comment N'Djamena est souvent victime d'inondations. Est-ce que la construction anarchique ne contribue-t-elle pas? Ça, c'est l'une des raisons. Laissez-moi vous dire, il y a deux types d'inondations en N'Djamena. Il y a des inondations qui sont dues aux eaux de pluie. Il y a une sorte d'inondation que nous avons carrément mis de côté, qui a eu lieu en 2010, en 2012, et qui concerne l'événement remissement. Ça, c'est des inondations qui sont dues à la crue. Et ces types d'inondations menacent souvent une bonne partie de N'Djamena quand les clapets anti-retour des stations qu'on venait de parler tout à l'heure, ne sont pas entretenus. Ça menace également la ville. Maintenant, on parle de la saison de pluie, on parle des pluies diluviennes, on ne sait pas les prévisions quant aux crues. Donc, j'aimerais qu'on se situe dans ces contextes et qu'on dise que chacun de nous arrive à comprendre comment l'écoulement des eaux fonctionne en N'Djamena. J'ai essayé de vous le décrire tout à l'heure. Si au niveau de Santana et tout ça, il y a des eaux qui se stagnent, c'est parce que l'écoulement ne se fait pas comme on avait l'habitude de le faire. Créé le problème, parce que tout ce qui est à l'intérieur de la deuxième voie de contournement, les eaux qui sont en dehors de la deuxième voie de contournement ne sont pas censées venir à l'intérieur de la deuxième voie de contournement. C'est le système qui a été mis en place. Les drainages, c'est un réseau. Il ne faut pas venir tâtonner avec des données qui sont limitées sur une superficie bien donnée. Vous allez pousser les systèmes. Et c'est ce qui fait qu'il y a une partie de l'eau au niveau de l'hydrocarbure. Justement, c'est que la population pense que les autorités municipales, c'est pas question d'autorité. le ministère, c'est ce que je vous dis qu'il faut rendre le document de planification contraignant pour tous. C'est ça. Avant toute action, qu'on se réfère à ces documents. Exactement. Et qu'on se réfère à ces documents en allant demander la personne, c'est-à-dire l'entité, le ministère qui a en charge la mise en application de ces documents. Parce que le fait de connecter, c'est-à-dire les quartiers qui sont en dehors de la deuxième voie de contournement, à partir des Tchad hydrocarbures, en les reliant avec les bassins qui se trouvent à Mtoukoui, alors que ces bassins n'ont jamais été inondés comme ça. Et à cela, il faut ajouter le fait que la station de pompage de Lamadji a été installée depuis les années 2001. Elle est défectueuse. Et aujourd'hui, il y a une pompe qui a lâché. Il y a une seconde, ça y est, avec 3 pompes. Il y a une pompe qui fonctionne. On a dû renforcer avec des partenaires des gros motopompes pour pallier à ces problèmes. Et ce qui veut dire que l'écoulement des eaux vers ces stations se fait en ce moment lentement. Bien qu'il y a un autre projet qui est là, qui a déjà doté une station d'une capacité de 4 mètres cubes au second et qu'on a lancé pour fonctionner, pour pallier à l'insuffisance de la première station. Mais il y a également à ce niveau... Monsieur le DG, on ne va pas vous laisser vous attarder là-dessus. Dites-nous réellement les causes des inondations dans le périmètre urbain de N'Djamena. C'est ce que je venais de vous dire. Voilà. Les causes. Il y a d'abord la crue. Voilà. Parce que je commence par le 9e. Le 9e dépendait du canton Madiago. Il y a des occupations qui se sont faites de manière purement rurale. C'était un état de fait qu'on a pris, on a rattaché à la ville de N'Djamena. Et c'est un nombre important de gens qu'on ne pouvait pas les dégager, parce que s'il faut les dégager, il faut les déplacer dans de meilleures conditions. On a dû faire des aménagements pour ceinturer ça avec la digue. Et depuis 2013, si vous n'avez pas écouté qu'il y a des débordements des eaux, à Walia, c'est parce qu'il y a une digue de protection. Voilà. Cela n'est pas une solution durable. Ce n'est pas une solution durable. Je vous dis, c'est toujours les raisons. On a une digue, mais on a des gens qui creusent
qui ramassent la terre de cette digue-là pour faire fabriquer des briques. Là également, c'est l'une des causes. De la même manière de ces côtés. L'autre de ces côtés, c'est l'étalement urbain. Parce que sur le plan comportemental, c'est derrière nos valeurs socio-culturelles, tout le monde veut être propriétaire. C'est ce qui fait que chaque Tchadien va acheter un terrain. Peu importe le lieu où ce terrain se trouve, à condition qu'il ait 2 maisons en bande ou 3 maisons en bande. C'est une fierté pour nous. Plus la ville s'étale, plus elle devient difficilement gérable et les infrastructures, on ne peut pas les financer sur le budget public. Mais normalement, il devrait avoir des zones identifiées, des zones à risque. Je vous ai dit, quand on dit rendre un document d'urbanisme contraignant pour tous, c'est pour dire que si le ministère des Infrastructures veut construire une voirie qui se réfère à ces documents, ainsi de suite. Et que la population elle-même qui veut aller s'installer, je ne condamne pas suffisamment, peut-être par ignorance, même la population qui veut aller s'installer sur un périmètre urbain, il faut que ces documents lui soient contraignants. Je vais compléter le directeur. Les causes, vous parlez des causes des inondations en N'Djamena. Il a cité certaines, mais moi je vais vous dire les causes les plus simples. Quand on parle des inondations, on n'a jamais connu encore l'inondation en N'Djamena. Ça, je vous le dis clairement. On n'a jamais, ça c'est pas des inondations. On mais quel commentaire allez-vous faire sur le quartier Walia? Attends, oui, ça c'est les occupations, je viens. Les inondations, les inondations sont dues si la ville dispose des ouvrages de drainage insuffisants, ça peut causer des inondations. Si elle dispose des ouvrages de drainage suffisamment et que ça n'a pas été entretenu, n'a pas été curé, ça va causer des inondations. Les inondations peuvent arriver dans le cas où le quartier n'a pas totalement les ouvrages de drainage. Ça, on parle des inondations. Quand on parle des inondations, l'eau coule à flot, il ramasse tout ce qu'il trouve devant lui, il emporte. Les inondations que nous connaissons dans la ville de N'Djamena se provoquaient par l'installation des gens tout autour des mares. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire là où l'eau est stockée et les gens viennent s'installer sur le point bas, et quand il y a une grosse pluie comme on a introduit, quand il pleut abondamment au Tchad, N'Djamena est dans l'eau. Et tous ces mares-là, c'est le lieu de stockage des eaux. Les mares en N'Djamena se parlent entre eux, entre elles. Elles se parlent entre elles. Moi, je suis plein, je vais t'envoyer de l'eau un peu. Oui, envoie-moi. Moi, je suis plein, je vais t'envoyer de l'eau. Oui, c'est comme ça que les mares... Elles se communiquent. Elles se communiquent. Les mares se communiquent en N'Djamena. Mais les gens sont venus là, tac, 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 ils ont coupé la communication entre elles. Mais il faut réagir en amont. Voilà, justement, mais c'est pour vous dire que, effectivement, c'est là où j'arrive par rapport au plan, la mise en œuvre. On peut avoir de beaux plans. Il y en a. Dire qu'on n'a pas de plan de développement de la ville de N'Djamena, ce n'est pas vrai. Les plans, ils sont là. Quand on parle de plan, nous faisons des programmes d'investissement. Telle année, on va faire ça. Telle année, on va faire ça. Telle année, on va faire ça. C'est ça qui ne suit pas. C'est ça qui ne suit pas. Et ça dépend du financement maintenant. Et ça dépend de politique. Et puis l'État est défaillant. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à faire appliquer cette décision. Les plans sont les plans de l'État. Il y a déjà, l'urbanisme, je suis désolé de le dire comme ça, à l'urbanisme, chaque ingénieur a son plan sous les bras. C'est comme ça. Et chacun, mais nous on a travaillé avec, quand on cassait la ville, là, chacun vient avec un plan. Le blanc a un plan, l'ingénieur a un plan, c'est le plan de tel ingénieur, ainsi de suite. Et donc, chacun s'installe comme il veut, et l'État n'arrive pas à se faire respecter. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Les gens font les choses et rien ne leur arrive. Si moi je m'arrête là, après le directeur vient dire, ah, c'est la maison de Nasser. Donc il tourne la tête, il part. Il ne peut pas venir me dire, Nasser, tu es dans une rue ou tu es sur un bassin, quitte. Il ne peut pas me dire. C'est là le problème majeur. Les plans, je pense que le ministère du plan, le ministère de l'aménagement a des plans qui sont là. Même si aujourd'hui c'est le ministère de l'eau qui est chargé de leur mise en application, ça a été déjà fait par des ingénieurs. La mairie a ses plans qui sont là, qui découlent de ce truc, et puis c'est terminé. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a un comité d'urbanisme. Le comité d'urbanisme, son rôle, c'est quoi? C'est de dire où est-ce que les gens vont s'installer, où est-ce qu'on installe les équipements, où se trouvent les choses. Ça, c'est le rôle du comité d'urbanisme. Il y a les comités d'attribution du terrain qui s'occupent donc de donner ces terrains-là aux gens.
Maintenant, il y a un télescopage. On ne sait pas qu'est-ce qui est comité d'urbanisme, on ne sait pas qu'est-ce qui est comité on ne connaît pas terrain. les zones à risque. Tout est mélangé. Non, je crois que il faut... Parce que quand vous appelez plan et que vous demandez, chaque agent à l'urbanisme a un plan, je vous dis pas qu'ils sont sains. Hein. Je vous dis pas qu'ils sont sains. Mais si vous amenez un agent de l'urbanisme sur un terrain, il ne peut aller qu'avec un plan. Non, quand je dis plan, ça, nous sommes d'accord. Le plan est spécifique. Non, il ne peut aller qu'avec un plan. Mais je vais vous dire, les commissions d'urbanisme, c'est pas cette commission-là qui décide de là où il faut installer les gens ou ne pas installer les gens. Cette commission, c'est une commission qui approuve les documents. C'est vrai que ces décisions ont trait à cela. Mais il y a des services en charge. Non, mais les services font le travail technique. Quand je dis ils décident, je vous arrête. Non, il y a des services, parce qu'en dehors de ça, il y a des études prospectives qui se font. Oui, tout ça, avec tout ce qu'il faut comme information, parce que nous le disons ici, si nous allons arriver, quand nous serons en train de parler de solutions, je vais vous dire ce qui est en train d'être fait. En termes de données autres au ministère. Parce qu'on n'a pas l'état si on vous les met devant vous, c'est-à-dire ça remettra en cause, c'est-à-dire la façon que vous et moi décrivons, parce que nous habitons dans le même quartier à Tron, la façon que nous décrivons l'écoulement des eaux là. Nous le décrivons suivant notre passage, là où on passe, là où on sort. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Monsieur l'architecte, dites-nous, comment est-ce que les constructions anarchiques contribuent-elles à comment on dit, aux inondations dans la ville de N'Djamena? Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. En tant que technicien, je crois que je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Donc, ce ne sont pas des constructions anarchiques. Je vais attaquer le problème plus haut. Et c'est un problème institutionnel, pas des petits problèmes de construction anarchique. Le DG l'a dit, mais avec un langage diplomatique. Et M. Nasser a dit dans son langage de citoyen, et on a compris, tant que nous n'appliquons pas les règles, tant que nous n'appliquons pas les lois, on va toujours avoir tous ces problèmes-là. Donc c'est pas pour revenir à un petit problème de construction anarchique. Il faut attaquer le problème depuis l'institution. Nous avons, pour résoudre certains problèmes, nous devrions revoir, c'est-à-dire c'est un problème institutionnel. Il faut repenser notre institution. Oui, j'arrive. Oui, bien sûr, j'arrive. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde s'acharne contre le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ou contre la mairie. Non. Non. Le problème se situe selon vous à quel niveau? Le problème se situe à un autre niveau. Il l'a dit tout à l'heure là. Est-ce que vous avez regardé les attributions de ce ministère-là? Est-ce qu'il y a dans leurs attributions, est-ce qu'il y a un problème d'assainissement? Non. Moi je dirais bravo DG. Vous ne devrez même pas du tout tenter d'expliquer quoi que ce soit. Le ministère de l'eau viendra également dire la même chose. Je ne suis pas l'avocat, mais je reviens, c'est pour dire que dans son organigramme, il n'a pas l'assainissement à traiter. Pourquoi vous lui posez des questions sur les questions d'assainissement? Non. Et lui, oui, peut-être que dans ses attributions, il y a l'eau et assainissement. Vous voyez? Donc, il y a un problème de l'architecture institutionnelle. Et quand cette architecture-là n'est pas bien mise en place, rien ne peut fonctionner. Exactement. C'est ça. Et je m'en peux encore vous dire que, je avait parlé tout à l'heure de la question donc des archives. Les plans, il y en a. Oumar Sarmadja a commencé à citer depuis 1958, il y a 62, il y a 74. Nous, en tant que techniciens, en tant qu'indépendants, nous sommes au courant de toutes ces choses aussi. Nous avons participé à des études également, de 79, de 96. Mais pourquoi on ne parle pas beaucoup de certaines villes comme Abé-Chessar et Moundou? Il y a 20 ans en arrière, ou 23 ans en arrière, j'ai participé à une étude sur ces trois villes-là, avec le premier PUR. Ensuite, nous avions repris en 99, et ce qui s'est fait à Moundou, à Abéché et Sar, c'est un financement, je crois, AFD. Donc, c'est pour résoudre les problèmes d'inondation. Il y a moins de problèmes. C'est parce qu'au moins, il y a eu confiance, une continuité. Aujourd'hui, vous amenez votre véhicule chez tel garagiste. Vous avez réparé le frein. Demain, non, vous amenez chez Oumar. Après, ainsi de suite, chez Nasser.
mais votre véhicule n'aura jamais une santé, comment dirais-je, parfaite. Ouais. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons des problèmes en N'Djamena. Parce que, il l'a dit, quand quelqu'un est responsable d'un département, il arrive, au lieu de continuer à collaborer avec tel bureau qui a étudié, non, on met de côté, et un autre qui vient proposer, et ainsi de suite. Donc, nous devenons grands collectionneurs des études. Et pire encore, comme j'ai dit que c'est le problème institutionnel, nous n'avons pas mis en place une structure interministérielle. Exactement. Je vous dis que pour ce problème, c'est là où il faut j'en une reviens. structure J'ai dit que pour qu'on interministérielle résolve en le charge problème, donc des questions de l'assainissement, en charge des questions de la ville. Exactement. Dans l'institution, dans l'architecture gouvernementale du Tchad, il n'y a pas un mot ville quelque part. Et alors, ni à l'aménagement du territoire, ni au niveau de l'administration Au Cameroun, des ici, villes. il y a un ministère de la ville qui regroupe Non, c'est un problème institutionnel. l'ensemble. Non, Parce que, par exemple, aujourd'hui, par exemple, sur ces cas particuliers, monsieur le DG, je crois qu'il faut dire les monsieur le choses DG, telles qu'elles sont. non, monsieur le DG, les mots villes, non, les mots villes. Monsieur Roger Borata, nous sommes tous du domaine. Quand on parle établissement humain, on parle des villes. Exactement. Quand on parle des villes, on parle des établissements humains. Exactement. Quand on parle de l'urbanisme, c'est comme si on avait un ministère chargé des villes. Donc je crois que cette terminologie-là, il faudrait pas qu'on se les mette dessus, mais j'aurais souhaité que vous laissez-moi votre finir. analyse comme vous Laissez-moi finir, monsieur. Allez-y, Abdel Nasser. Quand je dis ministère des villes, ministère de l'urbanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure fêtière qui regroupe l'ensemble de ces départements ou des compétences de ces départements qui concourent à une même activité. Nous avons parlé tout à l'heure de l'agence cédienne d'exécution des travaux d'intérêt public, ATTIP. Aujourd'hui, par exemple, le DGE ici, il utilise ses connaissances personnelles pour parler. Mais il n'est pas habilité à parler, par exemple, de questions d'assainissement parce que ce ne sont pas dans ses attributions. Voilà. Il n'est pas habilité de parler de questions d'infrastructure. Non, d'infrastructure. Parce que lui, il fait les plans, mais il ne doit pas les exécuter parce qu'il y a une autre structure qui s'occupe qui s'en occupe. Malheureusement, dans notre pays, c'est ce que je venais de dire tout simplement, son collègue des infrastructures, s'il a un marché, s'il a un financement pour construire une route quelque part, il ne vient pas le voir. Non, il ne vient pas le voir. Non. Lui-même, dans son bureau, comme c'est là-bas aussi, ce sont des techniciens, c'est des ingénieurs, ils sont tous sortis de l'INTP, ils sont tous, c'est les mêmes gens. Lui, il va penser que lui, il a la capacité de le faire. Il n'a pas besoin de le voir. Il devrait se consulter. Nous ne sommes pas tous sortis de Exactement. Non, j'ai une manière de parler. Or, normalement, ils doivent s'asseoir. L'infrastructure, l'eau qui s'occupe de l'assainissement. Il y a la santé aussi, l'urbanisme, dans la question de la, voilà. La santé. La mairie qui est bénéficiaire de tout ça, ils s'asseyent ensemble pour discuter. Or, le problème, c'est que au lieu que c'est les techniciens qui se regroupent pour faire ça, maintenant les décisions viennent d'en haut. Parce que le chef a décidé, le ministre, au lieu de dire au chef, attendez, je repars voir mes techniciens avant de revenir vers vous, il dit non, le président a dit construisez une route à Mariana Dafak. Il court, au lieu de penser techniquement comment ça va se faire, non, il va chercher d'abord à savoir qui est la société qui va venir, l'entrepreneur qui va gagner le marché. Au lieu de perdre au lieu de donner toute sa science, de laisser l'expression à ses techniciens, il vient d'en haut et puis il impose à Saramadi, fais-moi une route ici et terminé. Donc ça, c'est un problème qu'il faut... Monsieur le coordinateur, certaines personnes pensent... Ça, c'est mon point de vue. Je voulais simplement qu'il faudrait donc créer une structure fêtière, que ce soit au sein du gouvernement ou que ce soit en dehors d'une agence, pour qu'elle puisse regrouper l'ensemble de ces intervenants-là pour trouver une solution. Sinon, si chacun reste dans son coin, je pense qu'on ne pourra jamais trouver une solution. Il y a les plans, il y a... Non, je crois qu'il faut qu'on revienne là-dessus. C'est comme il l'a dit là, il faut cette structure fêtière. Vous allez l'affecter au secrétariat général de la présidence. Non, je dis, je donne un exemple. Un exemple. Mais non, parce qu'ailleurs, ça existait et puis c'était rattaché à un... Parce qu'on a connu les grands travaux présidentiels. On a connu les grands travaux présidentiels. Ailleurs, ça existait, même en France, puisque nous parlons en français. En France, par exemple, à l'époque, ils avaient connu tous ces problèmes-là. C'était rattaché à la primature. Donc, comme on n'a pas de primature, c'est pourquoi j'ai dit ça. Mais c'était juste une parenthèse. Il nous faut absolument une structure de ce genre et qui va regrouper. C'est comme exactement, ça va fonctionner comme l'ANI, où
Dans cette agence-là, il y aura des représentants et des techniciens de l'aménagement du territoire. Voilà. Il y aura des gens, n'est-ce pas, de l'administration du territoire. Parce que c'est les commandements là, c'est eux, ceux de l'administration du territoire là. Vous aurez la santé, vous aurez l'environnement, vous aurez également la planification. Parce que tout notre problème, c'est manque de planification, manque donc de projection. Vous revenez là donc, encore voilà. dessus. Oui, non, j'insiste. Est-ce qu'il y a une solution définitive? Il y a les inondations. Mais la solution, c'est ce que je dis là. Oui, il n'y a pas meilleure solution que ça. Oui, dites-nous. Je mets ma tête, je parie. Je dis que la solution, c'est ça. En tant que technicien, je suis convaincu. Oui, avancez. Voilà. Avancez votre argumentaire. Oui, c'est ce que j'argumente. Il faut absolument une structure fêtière pour permettre donc de travailler en continu. Pas une structure qui va exister 5 ans et que demain on va balayer. Non. Il faut que ça soit pérenne. Et qui doit regrouper les représentants de toutes les institutions ou de tous les ministères. C'est-à-dire que bon, dans sa mise en place, les cerveaux sont là, ils vont regarder, puisque c'est les questions de l'assainissement, il faudrait tel ou tel domaine. Mais il y a des pays qui ont des agences nationales d'assainissement et des eaux, il y en a. Mais allons copier. Allons regarder comment ça fonctionne et puis ramenons. Monsieur le DG, est-ce qu'il y a une alternative pour sortir de cette situation? Je vous l'avais dit, si vous voulez que je vous le dise en français facile, je vous avais déjà dit qu'il n'y a aucune ville qui peut résoudre à 100% les problèmes de ses habitants. Ouais. Mais concernant la question d'inondation, pour laquelle j'ai déjà évoqué certaines raisons qui sont derrière, tant physique, économique, social, tout ça. Si nous devons aujourd'hui résoudre à mieux les problèmes, il n'y a pas une réponse 100%. Il faut que ce soit clair. Parce que de toute façon, si on construit les rues, on fait les caniveaux, on pompe l'eau, des trucs comme ça, les maisons sont plus bas que les rues, il y aura de l'eau qui va se retenir là. Donc la solution la plus durable, comme vous le voulez, c'est casser la plupart de certains des quartiers pour les reconstruire. Donc vous voulez dire qu'on doit repenser N'Djamena? Économiquement, pas déplacer N'Djamena. On peut reconstruire, on peut revitaliser. Ça, c'est l'une des solutions. On peut revitaliser certains quartiers. C'est-à-dire, parce que les constructions, je suis désolé que M. Roger dise que les occupations anarchiques ne sont pas les causes. Mais quand vous parlez d'inondation, je dis que c'est minime. Mais quand quelqu'un vient construire, il place son plancher à 20 mètres du sol, et qu'après les études d'aménagement, on vient bitumer une rue qui est à 50 cm du sol, ce qui veut dire que les eaux vont repartir dedans. Et la cause qui est là, c'est les occupations anarchiques. Mais dans ces cas, si on met en place toutes les infrastructures de drainage comme il le faut, il va falloir qu'on revitalise ces quartiers. Revitaliser ces quartiers de sorte que les constructions, le plancher là, soient au-dessus du système de drainage pour que les eaux puissent couler aisément. Aujourd'hui, mon voisin d'Atron me dira que dans certains quartiers, il y a eu des maisons où les gens ont construit à 70 cm. Chaque année qu'on met de remblai, aujourd'hui, certaines de ces maisons-là, les gens sont obligés de faire pomper de l'eau avec des motopompes. Mais avant de définir cette solution qui est la plus durable, comme je l'ai décrit partiellement tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est maîtriser les territoires sur lesquels la ville de N'Djamena est implantée. Oui, j'arrive. C'est maîtriser les territoires. Monsieur Roger, on ne peut pas planifier un territoire tant que nous ne comprenons pas la philosophie de ces territoires. Parce qu'il s'agit de l'écoulement des eaux. Quand vous faites un plan d'architecture, un bâtiment, vous demandez au moins là où le soleil se lève, la direction du vent violent. C'est la même chose pour la ville de N'Djamena. Il faudrait que nous soyons en mesure de connaître avec précision les territoires sur lesquels la ville de N'Djamena est. C'est la raison pour laquelle il y a un projet qui est en ce moment au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire, dont l'objectif est la promotion de l'information géographique. Avec des bornes géodésiques, comme il l'a dit, ça fait longtemps, il y a des bornes sur lesquelles on assoit les études pour faire le projet de canalisation des eaux ou de drainage des eaux pluviales. Ces infrastructures qui sont des bornes, ça fait longtemps, il y a certaines qui ont été déçues pendant les événements, il y a eu ces reconstitutions, il y a eu des prises de vie aériennes, il y a eu une digitalisation, c'est-à-dire une saisie en 3D des images. Ça va permettre de produire les modèles numériques de terrain et les modèles numériques de surface. Les modèles numériques de terrain, ça nous donne l'altimétrie, l'élévation, c'est-à-dire du sol. Oui. Maintenant, le modèle numérique de surface va prendre, c'est-à-dire l'altimétrie, la forme
de la terre en intégrant toutes les constructions qui sont dessus. C'est sur la base de ça que nous allons définir un système de modélisation pour lutter contre les catastrophes telles que le drainage. Et là, dans le cadre de ces projets-là, il y a des sous-projets qui vont être pilotés par les ministères concernés. En ce qui concerne l'assainissement, c'est le ministère de l'eau qui va s'en charger. En ce qui concerne les données relatives à l'altimétrie pour la construction de voiries, ces données vont être mises à la disposition du ministère des Infrastructures, ainsi de suite. Il y a l'administration du territoire, il y a la mairie. Donc, ces informations-là, c'est au vu de ça qu'on pourra désormais, même les schémas que vous le dites, si on veut aujourd'hui réactualiser les plans de la ville de N'Djamena, il faudrait que ce soit, c'est-à-dire basé sur cette cartographie fine. Tant que nous n'avons pas cette maîtrise du territoire sur lequel nous parlons d'inondation, nous parlons d'occupation anarchique, nous allons définir des solutions, mais qui, à mon avis, ne seront pas des solutions durables. Ouais, pendant que nous y sommes, la mairie, qu'est-ce que vous entendez faire pour résoudre ce problème? Moi, le problème de résoudre, j'ai tous les ingrédients nécessaires pour sauver la ville de N'Djamena. Ça veut dire que nous avons des documents qui sont là, qui manquent de financement, tout simplement. Comme vous avez dit, nous avons repensé la ville de N'Djamena en 2012. Les architectes, tous les architectes du Tchad, on les a convoqués, on a invité même des architectes étrangers du Cameroun, des maires du Cameroun, du Burkina Faso, tous, on a travaillé à la Pour quel résultat? Mais les résultats sont là, mais maintenant il faudrait avoir des moyens pour les mettre la mise en œuvre, tout simplement. Les plans sont là. Comment on appelle, à l'atelier Repenser la ville de N'Djamena, on a sorti 27 fiches projets. Lequel il y a un qui est financé, effectivement, le programme de nivellement général de la ville, où le ministère de l'aménagement a financé sous le fond, mais le reste n'ont pas eu de résultat. L'AFD est venue, elle a pris une portion, c'est comme ça qu'on est en train de construire le canal de la zone nord-est. Aujourd'hui, d'ici fin de l'année, on va démarrer aussi avec le canal des Jardiniers, que vous voyez très sale. Peut-être en 2021-2022, ce coin va être propre. Et ça fait que 2 projets qui sont pris sous le 27. Et ces projets, s'ils ont eu de financement, je pense que N'Djamena va changer de visage. Cette question d'inondation-là, ça serait que de souvenirs. Donc nous avons des projets qui sont là, il faut trouver des financements. On espère que l'année prochaine, voilà, on ne se retrouve pas à dire les mêmes choses. À condition que les gens ne déposent pas des ordures dans les caniveaux. Parce qu'il y a un problème comportemental qu'il faut... Le financement des drainages à N'Djamena, tout le monde fuit, parce que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte cher. Il n'y a que l'AFD qui est en train d'accompagner la mairie. Les grandes banques, comme la Banque mondiale, a déjà fui, parce que le projet PDS, c'est elle qui avait financé ça. Mais elle a vu, il a construit combien? Une dizaine de caniveaux dans la ville de N'Djamena, ça coûte extrêmement cher. Je veux dire que quand vous vous installez sur des terrains difficilement aménageables et vous voulez l'aménager, ça vous coûte cher. Et tous les bailleurs... En tant qu'architecte... Mais il y a problème de l'argent. Si nous... L'autre, il a dit qu'il y a des choses qui sont à 50 mètres, mais on ne pouvait pas les amener au bord, au fleuve. À 50 mètres, il y a des maisons qui s'écroulent à 50 mètres, mais tu ne peux pas les amener au bord. Parce que tu les amènes, il faut de gros moyens, il faut des caniveaux enterrés qui vont être peut-être sous le fleuve, et il faut des stations de pompage pour les ramener. Donc tout c'est faisable. Et aujourd'hui, la question de déguerpissement... Nous allons certainement, monsieur le coordinateur, revenir dans le deuxième épisode de ce débat de l'actu consacré aux inondations. En tant qu'architecte urbaniste, vous avez suivi le DG? Oui, j'ai suivi et je reste encore sur ma soif. Ouais. Je ne ferai que me répéter. Je dis que la question, elle est institutionnelle, s'il vous plaît. Elle ne pourra pas être outre que institutionnelle. C'est l'institution qui gouverne la technique. C'est l'institution qui commande les finances. Mais c'est l'institution qui sont là. Donc, non, quand je dis institutionnel, il faut mettre des institutions qu'il le faut pour résoudre. Non, les ministères ne peuvent pas. Il faut une institution fêtière. Parce que jusqu'à présent, c'est éclaté. Si on crée une agence. Oui, il faut une institution fêtière. C'est institutionnel, non? Merci. Oui, mais c'est pourquoi je dis merci DG. On va certainement vous retrouver pour le prochain épisode. C'est pas seulement ça. Abdel Nasser, vous représentez la population. Il ne faut pas émietter l'urbanisme. Hein? Il avait commencé, lui, le citoyen, à dire que la question donc de l'urbain, la question de la ville, il faut qu'il y ait
quelqu'un qui réfléchisse et qui coordonne les choses de la ville. Sinon, vous allez avoir des petits morceaux par-ci, par-là, et ça ne va pas marcher. C'est comme si vous aviez 6 jambes au lieu d'avoir 2, ou bien, je ne sais pas, 5 au lieu d'avoir... Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui coordonne la volonté de Mathieu, la volonté de la mairie, la volonté de l'assainissement et tout ça. Et une ville, ça se planifie. Il y a ce qu'on appelle la planification urbaine. Qui planifie l'urbain ici? Oui, il y a déjà une interrogation. Merci, merci monsieur Bouriata. Monsieur Abdel Nasser, la population que vous représentez ici va continuer encore à souffrir pour un temps, le temps de trouver des solutions définitives. Tout ce qui ressort de ce débat, je pense que c'est pas demain la solution. C'est pas demain qu'on va revoir donc la sortie du tunnel. Donc moi je pense qu'il faudrait que la mairie déjà puisse prendre ses responsabilités, qu'elle puisse avoir les moyens d'entretenir d'abord l'existant, parce que ça c'est vraiment le premier niveau. Le deuxième niveau, je viens d'apprendre sur ce plateau que les eaux qui sont de l'autre côté de la voie de contournement ne doivent pas venir de ces côtés, mais malheureusement toutes les eaux qui sont de l'autre côté n'ont pas un bassin exitoire. Donc ça c'est l'urgent. Soit il faudrait faire carrément un bassin de rétention de l'autre côté de la voie de contournement, parce qu'aujourd'hui la voie de contournement, la partie, je dirais, est de la voie de contournement est pleinement urbanisée, et ne pas prévoir un bassin de rétention dans cette zone, ça pose un problème. La deuxième des choses, c'est d'entretenir l'existant dans ce bassin, parce que du côté ouest de cette voie, il y a des ouvrages qui sont là, il faut les entretenir. Tant que ce n'est pas fait, la population va continuer à souffrir, et chaque année on va reprendre ces débats, et ça devient un marronnier de trop. Donc, voilà. Oui. Merci, merci. Ça vient parce que vous savez, notre premier projet, comme je viens de dire, notre premier bailleur c'est l'AFD. On a commencé avec le premier canal de 2000 à 2010. Maintenant, on a commencé aussi avec le deuxième canal et on va commencer avec le troisième canal, quatrième et ainsi de suite. C'est possible. Le troisième va venir où? Le troisième va prendre chez toi comme ça, au-dessus de toi. Là. Merci, vous allez nous le dire dans le prochain épisode. Merci à vous, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons suivi, il fallait répondre à la question majeure, comment faire face aux conséquences des pluies diluviennes. Nous espérons que le regard porté sur la question par nos invités permettra à chacun de nous de prendre ses responsabilités. Le débat de l'actu de ce soir s'achève. À très bientôt.